La neige tombait doucement sur le manoir de Bellerive en ce 1er décembre 1889, recouvrant les jardins d'un manteau blanc immaculé. Mademoiselle Élisabeth Beaumont, ancienne gouvernante de 58 ans, aux cheveux argentés soigneusement relevés en chignon, observait par la fenêtre de sa chambre les flocons qui dansaient dans la lumière du crépuscule. Elle avait été invitée à passer le mois de décembre chez les Montclair, une famille de notables qu'elle avait autrefois servie avec dévouement, et cette invitation l'avait touchée profondément. Le manoir, avec ses hautes tourelles et ses vitraux colorés, semblait tout droit sorti d'un conte de fées hivernales, mais Élisabeth, dotée d'un sens aigu de l'observation, avait déjà remarqué certaines tensions sous le vernis de la courtoisie aristocratique. Ce soir-là, lors du dîner, la comtesse Marguerite de Montclair avait dévoilé avec fierté un magnifique calendrier de l'Avent en bois, sculpté, héritage familial précieux, qui ornait traditionnellement le grand salon durant tout le mois de décembre. Chacune de ces 24 petites portes, finement ciselées et dorées à la feuille, cachait un compartiment secret où, selon la tradition, on plaçait de petites surprises pour les enfants de la maison. La comtesse avait expliqué que ce calendrier avait appartenu à sa grand-mère et qu'il contenait, disait-on, un secret de famille que seuls les aînés connaissaient. Les invités avaient ri très poliment, prenant ces paroles pour une charmante légende. Mais Élisabeth avait noté le regard inquiet que la comtesse avait échangé avec son fils aîné, le comte Édouard. Le lendemain matin, un cri avait résonné dans tout le manoir. Le calendrier de l'Avent avait disparu du grand salon pendant la nuit, et aucune porte ni fenêtre ne portait trace d'effraction. La comtesse, habituellement si maîtresse d'elle-même, était bouleversée, au point de devoir s'aliter. Le comte Édouard avait immédiatement fait venir le commissaire Dulac du village voisin. Mais celui-ci, un homme bedonnant plus habitué aux querelles de voisinage qu'aux mystères d'envergure, semblait complètement dépassé par la situation. Les domestiques furent interrogés un à un, les chambres fouillées avec discrétion, mais le précieux objet demeurait introuvable. Mademoiselle Beaumont, assise dans la bibliothèque avec son éternel ouvrage de broderie, écoutait et observait.
Elle notait mentalement chaque détail. La nervosité excessive de mademoiselle Cécile, la fille cadette de la maison, les absences répétées du secrétaire particulier du comte, Monsieur Ferrand, les chuchotements secrets entre la gouvernante actuelle, Madame Drumont, et le majordome, Baptiste. Elle remarqua aussi que plusieurs lettres avaient été brûlées dans la cheminée du bureau du comte juste après la découverte du vol, et que la comtesse refusait catégoriquement de révéler ce que contenaient exactement les compartiments du calendrier cette année. Au troisième jour, alors que la maison semblait s'enfoncer dans un malaise grandissant, mademoiselle Beaumont découvrit par hasard un billet tombé derrière un meuble du salon. Le message, écrit d'une main tremblante, disait simplement « Le secret ne doit pas être révélé. Le calendrier sera rendu après Noël. » Cette découverte changea tout. Il ne s'agissait donc pas d'un simple vol crapuleux, mais d'une tentative délibérée de protéger ou de cacher quelque chose. Élisabeth comprit alors qu'elle était face à un mystère bien plus complexe qu'il n'y paraissait, tissé de mensonges raffinés et de secrets de famille soigneusement gardés. Pendant que le commissaire Dulac s'obstinait à soupçonner les domestiques et à chercher des traces d'effraction, mademoiselle Beaumont commença sa propre enquête discrète, armée seulement de sa perspicacité, de sa connaissance intime de la nature humaine et de sa capacité à se faire oublier, tout en observant tout. Elle savait que la vérité se cachait quelque part, dans ce manoir, dissimulé derrière des portes closes et des sourires polis, et elle était bien déterminée à la découvrir avant que le mystère ne détruise cette famille qu'elle avait autrefois tant aimée. Cher lecteur, que feriez-vous à sa place? Comment démêleriez-vous ce mystère hivernal? Le 4e décembre se leva dans une brume glaciale qui enveloppait le manoir de Bellerive comme un voile de mystère. Mademoiselle Beaumont descendit au petit déjeuner plus tôt que d'habitude, espérant observer la maisonnée avant que tous ne revêtent leur masque de courtoisie matinale. Dans la salle à manger, elle trouva uniquement Baptiste, le majordome, qui disposait les couverts avec une précision mécanique, mais ses mains tremblaient légèrement. Lorsqu'il aperçut Élisabeth, il sursauta presque imperceptiblement, signe qu'il n'avait pas l'esprit tranquille.
Elle le salua avec douceur et s'installa près de la fenêtre, feignant de s'absorber dans la contemplation du jardin enneigé, tout en l'observant du coin de l'œil. Baptiste était au service des Montclair depuis plus de 30 ans, et Élisabeth l'avait toujours connu comme un homme d'une discrétion absolue et d'une loyauté sans faille. Pourtant, ce matin-là, quelque chose avait changé. Il regardait constamment en direction de la porte, comme s'il attendait ou redoutait l'arrivée de quelqu'un. Lorsque Madame Drummond, la gouvernante, entra dans la pièce avec un plateau de viennoiseries fraîches, Baptiste se raidit visiblement. Les deux domestiques échangèrent un regard chargé de signification que mademoiselle Beaumont ne manqua pas de remarquer. Il y avait là une complicité, ou peut-être une mésentente, qui méritait son attention. Peu après, les membres de la famille commencèrent à descendre pour le petit déjeuner. Le comte Édouard arriva le premier, les traits tirés par le manque de sommeil, les yeux cernés trahissant ses nuits agitées. Il embrassa distraitement la main d'Élisabeth et s'installa à sa place habituelle, sans prononcer un mot, se contentant de parcourir son courrier d'un air préoccupé. Mademoiselle Cécile, sa sœur cadette, une jeune femme de 22 ans, au visage d'ordinaire radieux, entra ensuite avec des yeux rougis par les larmes. Elle évita soigneusement de croiser le regard de son frère et se servit une tasse de thé qu'elle but à petites gorgées nerveuses, les mains tremblantes, autour de la porcelaine fine. La comtesse Marguerite fit son apparition peu avant 9 heures, vêtue d'une robe de velours bleu nuit qui accentuait sa pâleur. Elle s'efforçait de maintenir son rang et sa dignité, mais Élisabeth voyait bien que la disparition du calendrier l'affectait profondément. Ce n'était pas simplement la perte d'un objet précieux qui la tourmentait, mais quelque chose de plus personnel, de plus intime. La comtesse jeta un regard circulaire sur la table, comme pour s'assurer que tout le monde était présent. Puis elle prit la parole, d'une voix qu'elle voulait ferme, mais qui tremblait légèrement. Elle annonça que le commissaire Dulac reviendrait dans l'après-midi pour poursuivre son enquête et que chacun devrait se tenir à sa disposition pour répondre à d'éventuelles nouvelles questions. Ce qui intrigua le plus mademoiselle Beaumont, ce fut l'absence remarquée de M. Ferrand, le secrétaire particulier du comte. Habituellement ponctuel et toujours présent aux repas familiaux, il brillait par son absence ce matin-là.
Lorsqu'elle s'enquit discrètement de lui auprès de Baptiste, celui-ci répondit d'un ton neutre que M. Ferrand avait fait dire qu'il était souffrant et qu'il prendrait son petit déjeuner dans ses appartements. Cette excuse, bien que plausible, éveilla immédiatement les soupçons d'Élisabeth. Un homme en bonne santé la veille ne tombe pas subitement malade le lendemain, surtout dans des circonstances aussi particulières. Après le petit déjeuner, tandis que les membres de la famille se dispersaient dans diverses occupations, mademoiselle Beaumont décida de faire une promenade dans les jardins, malgré le froid mordant. Elle savait que parfois, les indices les plus précieux se trouvent à l'extérieur, dans les traces laissées dans la neige ou dans les détails que personne ne pense à regarder. En contournant le manoir, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Une série d'empreintes de pas partant d'une fenêtre du rez-de-chaussée et se dirigeant vers le pavillon d'été, puis revenant au manoir par une autre entrée. Ces empreintes, à moitié recouvertes par la neige fraîche de la nuit, avaient été faites récemment, peut-être la veille au soir, après le dîner. Élisabeth suivit ce chemin avec précaution, son esprit déjà en train d'élaborer diverses hypothèses sur l'identité de celui ou celle qui avait emprunté ce passage nocturne. Le pavillon d'été se dressait au fond du jardin, structure élégante, en fer forgé et verre, désormais abandonné aux rigueurs de l'hiver. Mademoiselle Beaumont s'en approcha avec prudence, ses bottines crissant doucement sur la neige gelée. Les empreintes qu'elle suivait s'arrêtaient juste devant la porte du pavillon, puis semblaient s'évanouir, comme si leur auteur avait volontairement pris soin d'effacer ses traces au retour. La porte, contrairement à ce qu'elle attendait, n'était pas verrouillée, et elle s'ouvrit avec un grincement plaintif qui résonna dans le silence hivernal. L'intérieur était glacial, rempli de meubles de jardin recouverts de draps blancs qui leur donnaient des allures de fantômes figés dans le temps. Élisabeth referma soigneusement la porte derrière elle et commença son inspection méthodique. Le sol était couvert d'une fine couche de poussière, mais elle remarqua immédiatement que quelqu'un était passé par là récemment. Des traces de pas menaient vers le fond du pavillon, où se trouvait un vieux secrétaire en acajou qu'elle se souvenait avoir vu autrefois dans le bureau du comte.
Pourquoi ce meuble avait-il été relégué ici, dans ce lieu abandonné? Cette question éveilla sa curiosité, et elle s'approcha pour l'examiner de plus près. Le secrétaire était fermé à clé, mais en l'observant attentivement, elle constata que la serrure portait de fines égratignures récentes, signe qu'on l'avait forcée, puis refermée. Sans hésiter, mademoiselle Beaumont sortit de son réticule une fine épingle à cheveux et entreprit de crocheter délicatement la serrure, compétence qu'elle avait acquise dans sa jeunesse auprès d'un oncle serrurier. Le mécanisme céda avec un déclic satisfaisant, et elle ouvrit les tiroirs, un à un. Le premier ne contenait que de vieilles plumes et des encriers desséchés, mais le second révéla quelque chose de bien plus intéressant. Une liasse de lettres soigneusement attachées par un ruban de soie bleue. Les lettres étaient adressées à la comtesse Marguerite, mais l'écriture de l'expéditeur lui était inconnue. Elle en parcourut rapidement quelques-unes et comprit qu'il s'agissait d'une correspondance amoureuse datant d'une trentaine d'années avant le mariage de la comtesse. Les lettres étaient signées simplement V, et leur ton était celui d'une passion profonde et sincère. L'auteur parlait de projets d'avenir, de promesses d'éternité, de rendez-vous secrets, dans ce même pavillon d'été. Élisabeth comprit alors qu'elle tenait entre ses mains un secret que la comtesse avait soigneusement gardé pendant toutes ces années. Mais quel rapport ce secret pouvait-il avoir avec la disparition du calendrier de l'Avent? Elle remit délicatement les lettres à leur place, consciente qu'elle ne devait pas perturber les éléments de cette énigme avant d'en comprendre toutes les ramifications. En refermant le secrétaire, son regard fut attiré par quelque chose qui dépassait légèrement d'une fente dans le plancher, sous le meuble. Elle s'agenouilla avec précaution, ignorant le froid qui montait des dalles glacées, et tira sur l'objet avec délicatesse. C'était un morceau de tissu brodé, un fragment de la même étoffe dorée qui ornait l'intérieur du calendrier de l'Avent. Son cœur s'accéléra légèrement. Le calendrier avait donc bien été amené ici, au moins temporairement. Quelqu'un l'avait transporté jusqu'au pavillon, peut-être pour en extraire quelque chose, puis l'avait déplacé ailleurs.
Mais qui? Et surtout, pourquoi prendre un tel risque de le sortir du manoir? Mademoiselle Beaumont glissa le fragment de tissu dans sa poche et quitta le pavillon aussi discrètement qu'elle y était entrée. En retournant vers le manoir, elle croisa mademoiselle Cécile, qui se promenait seule dans le jardin, emmitouflée dans une cape de fourrure, les joues rosies par le froid. La jeune femme sursauta en l'apercevant et détourna rapidement les yeux, mais pas assez vite pour qu'Élisabeth ne remarque son expression coupable. Il y avait dans le regard de Cécile une profondeur de tristesse qui dépassait largement la simple préoccupation causée par un vol d'objets familial. Élisabeth la salua avec douceur et échangea quelques banalités sur le temps, mais elle nota mentalement que la jeune femme était sans doute plus impliquée dans cette affaire qu'elle ne voulait le laisser paraître. L'après-midi du 4e jour, le commissaire Dulac revint au manoir, comme promis, accompagné de son adjoint, un jeune homme maigre qui prenait consciencieusement des notes dans un carnet usé. Mademoiselle Beaumont les observa depuis la bibliothèque, où elle s'était installée avec un livre qu'elle ne lisait pas vraiment, préférant écouter les allées et venues dans le couloir. Le commissaire interrogea de nouveau les domestiques, puis demanda à s'entretenir avec chaque membre de la famille séparément. Les entretiens durèrent une bonne partie de l'après-midi, mais lorsque le commissaire repartit en fin de journée, son expression perplexe indiquait clairement qu'il n'avait pas progressé dans son enquête. Mademoiselle Beaumont décida qu'il était temps de prendre les choses en main plus activement. Elle avait passé suffisamment de temps à observer et à collecter des indices. Il lui fallait maintenant des informations plus directes. Monsieur Ferrand, le secrétaire du comte, était toujours confiné dans ses appartements, prétendument souffrant. Cette absence prolongée lui semblait de plus en plus suspecte, et elle résolut d'aller lui rendre visite sous prétexte de lui apporter une tisane réconfortante.
Après tout, qui soupçonnerait une dame d'un certain âge apportant un remède à un malade? Elle prépara elle-même l'infusion dans la cuisine, sous le regard intrigué de la cuisinière, puis monta au 2e étage, où se trouvaient les appartements de M. Ferrand. Elle frappa doucement à la porte, et après un long silence, une voix faible l'invita à entrer. L'homme était effectivement alité, mais Élisabeth, avec son œil exercé, remarqua immédiatement qu'il ne présentait aucun des symptômes d'une véritable maladie. Il était pâle, certes, mais c'était la pâleur de l'anxiété, et non de la fièvre. Ses yeux fuyaient constamment, et ses mains tripotaient nerveusement le drap qui le recouvrait. Elle lui tendit la tisane avec un sourire maternel et s'assit sur une chaise près du lit, adoptant une attitude de sollicitude qui mettait généralement les gens en confiance. Ils échangèrent d'abord quelques banalités sur son état de santé. Puis, Élisabeth, avec une habileté née de longues années d'expérience, orienta doucement la conversation vers les événements récents. Elle mentionna, comme en passant, combien la disparition du calendrier semblait affecter profondément la comtesse, et comment elle-même se sentait impuissante à la consoler. Ce simple commentaire suffit à faire craquer la façade de M. Ferrand. Le secrétaire posa brusquement sa tasse sur la table de nuit, et les larmes aux yeux, confia à mademoiselle Beaumont qu'il se sentait terriblement coupable. Il révéla qu'il avait, quelques jours avant la disparition du calendrier, surpris une conversation entre la comtesse et un visiteur mystérieux dans le bureau du comte. Il n'avait pas osé entrer, mais il avait entendu la comtesse dire quelque chose comme «Le calendrier contient la preuve» et «Il ne faut pas que cela se sache». Le visiteur, dont il n'avait pas vu le visage car il était resté caché derrière la porte, avait répondu d'une voix grave qu'il trouverait un moyen de régler la situation. Depuis lors, M. Ferrand était rongé par le remords de n'avoir rien dit et par la peur d'être impliqué malgré lui dans cette affaire. Mademoiselle Beaumont le rassura avec douceur, lui affirmant que son témoignage était précieux et qu'il ne devait pas se sentir coupable d'avoir été le témoin involontaire de cette scène. Elle lui posa quelques questions supplémentaires sur le visiteur, mais Ferrand ne put lui donner aucun détail permettant de l'identifier.
Avant de quitter la chambre, elle lui recommanda de rester alitée encore un jour ou deux, le temps que les choses se calment, conseil qu'il accepta avec soulagement. En redescendant l'escalier, Élisabeth réfléchissait intensément. Un visiteur mystérieux, une preuve cachée dans le calendrier, et maintenant un vol qui ressemblait de plus en plus à une tentative de protection plutôt qu'à un larcin ordinaire. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, mais le tableau n'était pas encore complet. La nuit du 4e au 5e décembre fut particulièrement agitée au manoir de Bellerive. Mademoiselle Beaumont dormait d'un sommeil léger, comme toujours lorsque son esprit était préoccupé par un mystère non résolu. Vers 2 heures du matin, elle fut réveillée par un bruit sourd provenant du couloir. Elle enfila rapidement sa robe de chambre et entr'ouvrit sa porte avec précaution. Dans la pénombre à peine éclairée par une lampe à huile, elle aperçut une silhouette féminine se glissant furtivement vers l'escalier. La démarche était celle de mademoiselle Cécile, reconnaissable à sa petite taille et à sa manière particulière de marcher sur la pointe des pieds. Intriguée, Élisabeth attendit quelques instants, puis décida de la suivre à distance respectueuse. Cécile descendit au rez-de-chaussée et se dirigea vers la bibliothèque, une pièce que personne n'utilisait la nuit. Mademoiselle Beaumont se dissimula dans l'ombre et observa la jeune femme qui allumait une bougie et se dirigeait vers un rayonnage spécifique. Elle tira un livre et aussitôt une section de la bibliothèque pivota légèrement, révélant un passage secret qu'Élisabeth elle-même ignorait. Cécile disparut dans l'ouverture et le panneau se referma derrière elle. Le cœur battant d'excitation, Élisabeth attendit quelques minutes, puis s'approcha du rayonnage. Elle reproduisit le geste qu'elle avait vu faire, et le passage s'ouvrit de nouveau, révélant un étroit escalier en colimaçon qui descendait dans l'obscurité, armé d'une bougie qu'elle avait prise dans le couloir. Mademoiselle Beaumont descendit prudemment les marches de pierre humides. L'escalier débouchait sur une petite pièce voûtée qui devait autrefois servir de cave à vin ou de réserve. La pièce était meublée simplement d'un bureau, d'une chaise et d'une étagère, remplie de livres et de cahiers. Cécile était assise au bureau, penchée sur un cahier, dans lequel elle écrivait fiévreusement, si absorbée, qu'elle n'entendit pas Élisabeth approcher. Ce ne fut que lorsque cette dernière toussa discrètement que la jeune femme sursauta violemment, son visage devenant livide de frayeur. La réaction de Cécile fut immédiate et inattendue.
Au lieu de se montrer hostile ou sur la défensive, elle fondit en larmes et se précipita vers mademoiselle Beaumont, s'accrochant à elle comme une enfant terrifiée. Entre deux sanglots, elle supplia Élisabeth de ne rien dire à personne, jurant qu'elle n'avait rien fait de mal, mais que sa vie serait ruinée si quelqu'un découvrait son secret. Touchée par cette détresse sincère, Élisabeth l'aida à s'asseoir et lui promit de l'écouter sans jugement, avant de prendre quelque décision que ce soit. Peu à peu, Cécile se calma et commença à raconter son histoire. La jeune femme révéla que cette pièce secrète était son refuge depuis plusieurs années, le seul endroit où elle pouvait être elle-même et poursuivre sa passion clandestine, l'écriture. Dans une société où une jeune femme de son rang devait se consacrer uniquement à trouver un bon parti et à tenir un salon, Cécile écrivait en secret des nouvelles et des poèmes qu'elle envoyait sous pseudonyme à diverses publications parisiennes. Elle avait même remporté un certain succès et gagné un peu d'argent qu'elle cachait ici même. Mais le plus terrible, confia-t-elle à Élisabeth, c'était qu'elle était sur le point d'être démasquée. Sa mère avait découvert quelques-uns de ses manuscrits et menaçait de tout révéler à la famille si Cécile n'acceptait pas d'épouser le prétendant qu'on lui destinait, un riche industriel du Nord qu'elle détestait. Le lien avec le calendrier de l'Avent devint soudain clair. Cécile avoua que, quelques jours avant sa disparition, sa mère avait caché dans l'un des compartiments du calendrier une lettre d'un éditeur parisien adressée à Cécile sous son pseudonyme, lettre qu'elle avait interceptée. C'était une preuve irréfutable de ses activités secrètes, et la comtesse comptait la révéler le jour de Noël, devant toute la famille réunie pour forcer sa fille à la soumission. Désespérée, Cécile avait envisagé de voler le calendrier elle-même, mais elle n'en avait pas eu le courage. Lorsqu'il avait disparu, elle avait d'abord ressenti un immense soulagement, avant de réaliser que celui ou celle qui l'avait pris pourrait découvrir son secret et l'utiliser contre elle. Depuis lors, elle vivait dans une angoisse permanente, ne sachant si elle devait se réjouir ou trembler de peur. Mademoiselle Beaumont écouta cette confession avec compassion, réalisant que le mystère du calendrier était bien plus complexe qu'un simple vol d'objets précieux. C'était une guerre silencieuse de secrets familiaux, où chacun protégeait ou menaçait de révéler les faiblesses des autres. Le 5e décembre se leva dans une atmosphère encore plus tendue au manoir.
Mademoiselle Beaumont avait promis à Cécile de garder le secret de sa pièce cachée et de ses activités littéraires, du moins temporairement. Elle comprenait maintenant que le calendrier ne contenait pas un seul secret, mais probablement plusieurs, chacun soigneusement dissimulé dans ses différents compartiments. Cette révélation changeait considérablement la nature de son enquête. Il ne s'agissait plus de retrouver un voleur ordinaire, mais de découvrir qui, parmi les membres de cette famille ou leurs proches, avait décidé de mettre fin à ce jeu dangereux de chantage mutuel, en faisant disparaître l'objet lui-même. Le courrier du matin apporta un nouvel élément inattendu. Baptiste, le majordome, déposa sur le plateau d'argent une enveloppe épaisse, portant le cachet d'une étude notariale parisienne. L'enveloppe était adressée au comte Édouard, mais celui-ci, absorbé par ses préoccupations, la laissa négligemment sur la table du petit déjeuner. Mademoiselle Beaumont, assise à sa place habituelle, ne put s'empêcher de remarquer que la comtesse, en apercevant le cachet, devint encore plus pâle qu'elle ne l'était déjà. Le 5e décembre se leva dans une atmosphère encore plus tendue au manoir. Mademoiselle Beaumont avait promis à Cécile de garder le secret de sa pièce cachée et de ses activités littéraires, du moins temporairement. Elle comprenait maintenant que le calendrier ne contenait pas un seul secret, mais probablement plusieurs, chacun soigneusement dissimulé dans ses différents compartiments. Cette révélation changeait considérablement la nature de son enquête. Il ne s'agissait plus de retrouver un voleur ordinaire, mais de découvrir qui, parmi les membres de cette famille ou leurs proches, avait décidé de mettre fin à ce jeu dangereux de chantage discret en faisant disparaître l'objet lui-même. Le courrier du matin apporta un nouvel élément inattendu. Baptiste, le majordome, déposa sur le plateau d'argent une enveloppe épaisse, portant le cachet d'une étude notariale parisienne. L'enveloppe était adressée au comte Édouard, mais celui-ci, absorbé par ses préoccupations, la laissa négligemment sur la table du petit déjeuner. Mademoiselle Beaumont, assise à sa place habituelle, ne put s'empêcher de remarquer que la comtesse, en apercevant le cachet, devint encore plus pâle qu'elle ne l'était déjà. Elle murmura quelques mots précipités à l'oreille de son fils, qui fronça les sourcils et empocha rapidement la lettre, sans la lire devant les autres.
Ce geste, apparemment banal, eut pour Élisabeth la valeur d'un aveu. Une lettre de notaire, à ce moment précis, ne pouvait que concerner une question d'héritage, de testament ou de bien. Or, elle se souvenait très bien des rumeurs de modification de succession dont on avait parlé dans le village lorsque le grand-père Montclair était décédé. Il y avait été question de clauses particulières, de conditions à remplir avant Noël, de documents scellés. Tout cela prenait soudain une résonance nouvelle à la lumière de la disparition du calendrier. Plus tard dans la matinée, profitant d'un moment où le comte Édouard s'était retiré dans son bureau, mademoiselle Beaumont se rendit dans la galerie adjacente, sous prétexte d'admirer les tableaux de famille. Grâce à la porte entr'ouverte, elle aperçut le comte debout, près de la fenêtre, la lettre du notaire dépliée dans ses mains. Il la lisait avec une lenteur laborieuse, comme si chaque phrase lui pesait sur les épaules. Lorsqu'il parvint à la fin, il la froissa nerveusement, puis, se ravisant, la lissa avec soin et la rangea dans un tiroir fermé à clé. Élisabeth ne vit pas le contenu, mais elle entendit clairement ce qu'il murmura ensuite, croyant être seul. Il fallait que cela arrive maintenant, et sans le calendrier, comment prouver quoi que ce soit? Cette phrase suffisait à confirmer un lien direct entre l'envoi du notaire et l'objet disparu. Elle nota également le ton de la voix d'Édouard. Ce n'était pas celui d'un homme coupable, mais d'un homme acculé, pris entre plusieurs devoirs contradictoires. Le déjeuner fut plus silencieux que jamais. La comtesse picora à peine son assiette. Cécile gardait les yeux obstinément baissés, et même Baptiste semblait s'être renfermé dans une sorte de mutisme solennel. Le commissaire du lac, heureusement, n'était pas présent ce jour-là, occupé à consulter des registres dans son bureau du village. Cette absence offrait à mademoiselle Beaumont un répit précieux pour réfléchir sans être interrompue par les conclusions précipitées de l'homme de loi. Dans l'après-midi, Élisabeth prit le parti de chercher des informations à la source, la comtesse elle-même. Elle se rendit dans sa chambre, où Marguerite reposait sur une chaise longue, un châle de laine posé sur les épaules. La comtesse accepta sa visite avec un sourire pâle, visiblement soulagée d'avoir une compagnie qui ne la pressait pas de questions officielles.
Elles parlèrent d'abord du temps, des souvenirs anciens, de la jeunesse de Marguerite, et peu à peu, sous l'influence de la voix douce et de l'écoute attentive d'Élisabeth, la comtesse se mit à évoquer des choses plus intimes. Elle parla de sa grand-mère, de ce calendrier de l'Avent, qui avait toujours été entouré d'une sorte de vénération, comme s'il s'agissait d'un coffret sacré. Elle expliqua que, depuis plusieurs générations, on y déposait non seulement des friandises et de petits cadeaux, mais parfois aussi des lettres, des promesses, des documents à découvrir à des dates précises, presque comme un jeu destiné aux héritiers. Ce Noël-ci, avoua-t-elle à demi-mot, ne faisait pas exception, mais elle s'interrompit avant de préciser la nature exacte de ce qui était caché derrière certaines portes numérotées. Mademoiselle Beaumont, sans la brusquer, laissa le silence s'installer un instant, puis posa une question innocente, en apparence. « Permettez-moi de vous demander, chère comtesse, si cette lettre du notaire, arrivée ce matin, a un rapport quelconque avec le calendrier. » La réaction de Marguerite fut immédiate. Ses doigts se crispèrent sur le châle, et son regard se déroba. Après un long moment, elle répondit qu'il s'agissait d'une affaire ancienne, d'une clause oubliée du testament de son grand-père, qui exigeait la présentation de certains documents avant Noël, pour confirmer définitivement la transmission de Bellerive à Édouard. Elle ajouta, d'une voix presque inaudible, que la preuve dont parlait le testament se trouvait autrefois dans le calendrier, parmi d'autres lettres qui auraient pu, si elles étaient mots révélés sans précaution, bouleverser l'ordre familial. Elle ne donna pas plus de détails, mais pour Élisabeth, c'en était assez. Le calendrier n'était pas seulement un objet sentimental, il était au cœur même de la légitimité de la succession. La disparition n'était donc pas un caprice, ni un acte de malveillance gratuite, mais l'aboutissement d'une lutte silencieuse autour de la vérité et du pouvoir. Quand elle quitta la chambre de la comtesse, mademoiselle Beaumont avait une certitude nouvelle. Celui qui avait pris le calendrier n'était pas un étranger. C'était quelqu'un qui connaissait l'histoire du manoir, les règles du testament et la fragilité des secrets cachés dans les compartiments de bois doré.
quelqu'un qui espérait, en gagnant du temps jusqu'à Noël, éviter soit un scandale, soit une injustice. Elle se promit de concentrer désormais son attention non plus sur les apparences, mais sur les motivations profondes de chacun. Le 6 décembre, une neige plus fine, presque poudreuse, se mit à tomber dès l'aube, adoucissant encore le paysage autour du manoir. À l'intérieur, pourtant, l'atmosphère demeurait lourde. Mademoiselle Beaumont avait décidé de porter son attention sur les domestiques, non par méfiance envers eux, mais parce qu'ils étaient souvent les témoins invisibles des drames silencieux des grandes maisons. Elle savait que Baptiste et Madame Drumont, en particulier, avaient partagé bien plus que des regards entendus. Profitant d'un moment où la gouvernante supervisait le linge dans la buanderie, Élisabeth se rendit discrètement dans le petit salon où Baptiste notait d'ordinaire les commandes et les livraisons. Elle le trouva penché sur un registre, mais son esprit semblait loin des colonnes de chiffres. Lorsqu'il leva les yeux et vit mademoiselle Beaumont, une lueur de respect mêlée d'inquiétude passa dans son regard. Il savait, à n'en pas douter, qu'elle n'était pas une simple invitée se contentant de broder au coin du feu. Elle l'aborda sans détour, avec cette franchise enveloppée de douceur qui désarmait si souvent ses interlocuteurs. Elle évoqua leurs longues années de service, la confiance qui existait jadis entre eux lorsqu'elle était gouvernante des enfants Montclair. Puis, doucement, elle lui demanda s'il avait quelque chose sur le cœur, quelque chose qui le tourmentait depuis la disparition du calendrier. À sa grande surprise, Baptiste ne nia pas. Il soupira profondément, comme soulagé qu'on lui offre enfin l'occasion de parler. Il avoua qu'il connaissait depuis longtemps l'existence d'un compartiment particulier dans le calendrier, un compartiment qui n'était pas destiné aux enfants, mais aux adultes. C'était là que, selon la tradition familiale, on plaçait, à certaines années cruciales, des lettres ou des papiers importants. La comtesse lui avait demandé, quelques jours plus tôt, de l'aider à glisser dans ce compartiment une enveloppe scellée. Il avait obéi sans poser de questions, mais il avait surpris, le soir même, une conversation entre Édouard et sa mère, qui l'avait profondément troublé.
Baptiste raconta qu'Édouard s'opposait à la décision de Marguerite de se servir du calendrier pour punir Cécile ou pour influencer certains choix concernant l'héritage. Le comte estimait que les secrets du passé, tant qu'ils ne portaient atteinte à personne, n'avaient pas à être exhibés publiquement. La comtesse, au contraire, pensait que certaines vérités devaient être révélées pour préserver le nom de Montclerc de futurs scandales. Le ton était monté, puis la discussion s'était achevée brusquement, lorsque Baptiste était entré avec un plateau, feignant de n'avoir rien entendu. Ce même soir, continua le majordome, il avait vu une silhouette se diriger vers le salon après que tout le monde fut monté se coucher. Il n'avait pas distingué le visage, mais la démarche lui avait semblé être celle du comte Édouard. Le lendemain matin, le calendrier avait disparu, et depuis, il vivait avec la certitude que le maître de maison savait plus de choses qu'il ne voulait bien en dire au commissaire. Cependant, par loyauté, il n'avait pas osé parler, de peur de trahir la confiance d'Édouard. Mademoiselle Beaumont l'écouta en silence, son esprit rassemblant ces nouveaux éléments. Elle comprenait mieux à présent la position inconfortable de Baptiste, pris entre sa fidélité à la famille et sa conscience. Elle le rassura en lui expliquant qu'il n'avait pas trahi en lui confiance et informations, car son intention n'était pas de causer du tort au Montclerc, mais de prévenir une injustice ou un drame moral plus grand. Elle lui demanda seulement s'il avait remarqué un changement dans l'attitude du comte depuis la disparition, quelque chose qui pourrait indiquer où le calendrier avait été caché. Baptiste réfléchit un moment, puis mentionna que depuis quelques jours, Édouard descendait parfois seul à la chapelle du domaine, à des heures inhabituelles. La chapelle, située à l'écart du manoir, n'était guère fréquentée en dehors des grandes fêtes religieuses. Cette habitude nouvelle, chez un homme qui n'était pas particulièrement porté sur la dévotion ostentatoire, semblait à Baptiste pour le moins singulière. Il l'avait noté, sans en tirer de conclusion précise, mais à présent, il se demandait si cela pouvait avoir un lien avec le calendrier.